Bonjour à tous. La ville de Seattle initie s'imprègne d'une nouvelle séquence historique. C'est une ville qui est habituée à cet état de fait et elle est gardée en mémoire pour les faire réapparaître d'une manière plus structurée, ce qui est le cas pour la ZAD de Capitol Hill en 2020, dont l'initiation séquentielle date de la manifestation de 1999 contre l'OMC, et oui, dont nous avons un film, Battle in Seattle, avec une distribution quand même assez exceptionnelle. N'oublions pas que nous avons un PDG de l'OMC démissionnaire fin août 2020. Et oui, tout est lié. Bien évidemment, alors commençons par les racines de cette séquence historique importante dans l'histoire des États-Unis et d'une certaine vision sociétale du monde. Alors, bien sûr, classique, sur kern.info, une très belle introduction qui explique ces événements, la naissance quand même de l'altermondialisme planétaire, bien évidemment. C'est quand même très important, tout commence ici pour Seattle et cette ZAD assez structurée, même si en interne, on verra, il y a quand même des choses intéressantes à voir. La troisième conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, qui s'est tenue à Seattle du 30 novembre au 3 décembre 1999, s'est soldée par un échec. En effet, l'OMC et les pays membres se voyaient obligés de se reporter essentiellement à des négociations basées sur ce qu'il est convenu d'appeler l'agenda intégré, c'est-à-dire l'obligation faite aux pays membres et inscrite dans certains accords conclus à Marrakech, suite au cycle de l'Uruguay, de continuer le processus de négociation en vue de la libéralisation du commerce des marchandises et des services. Ça sous-tend quand même peut-être l'esclavage humain aussi, et c'est ce qui était dit dans les manifestations. Cette obligation est principalement contenue dans l'accord sur l'agriculture. C'est donc essentiellement pour ces deux secteurs que des négociations ont repris discrètement à l'OMC au long de l'année 2000. Le présent courrier hebdomadaire est consacré à cette reprise d'activité. Aucune avancée remarquable n'a été opérée dans ces secteurs, les positions antagonistes restant nettement marquées, particulièrement dans le secteur agricole qui sera largement analysé. En ce qui concerne les services, le dossier a marqué une longue pause et connu peu de développement, si ce n'est une polémique au sujet des services de santé et d'éducation. C'est bizarre parce que là, en ce moment, on voit quand même des soucis au niveau de la santé et de l'éducation, non? C'est très intéressant. Ah oui, la polémique est née dès ces années-là. L'annonce d'une quatrième conférence de l'OMC qui se tiendra à Doha au Qatar du 9 au 13 novembre 2001 laisse... J'adore cette phrase. Parce qu'elle est très claire, elle est très nette, très limpide, très fluide. Laisse présager que toute l'année 2001 verra de nombreux efforts déployés afin de relancer un cycle élargi de négociations commerciales. World Trade Commerce. Pour ne pas dire WTC pour le septembre 2001. Solution qui a la large préférence de l'Union européenne, peu désireuse de se laisser enfermer dans l'agenda incorporé limité à des négociations agricoles et sur le commerce des services. Bien évidemment qu'on avait prévu le coup de WTC, du monde commercial. Et finalement, cette séquence du 11 septembre fait une pierre deux coups, si j'ose dire. Et malheureusement, ma vidéo a été supprimée parce qu'elle est très limpide, elle est très nette. C'est très clair, le reportage est très clair, que j'ai trouvé, et très net aussi, qui explique bien l'imprégnation de cette séquence, et finalement des habitants de Seattle, qui ont bien gardé ça en eux, et puis finalement, plus de 20 ans ont passé, et les germes posés par cette population contestataire du système a grandi, s'est structuré pour finalement avoir les ressources techniques et psychologiques pour s'imposer dans une partie de la ville, et créer un rapport de force qui semblait noble à premier abord, mais qui, forcément, avec les velléités fédérales, ont créé des tensions fortes jusqu'à atteindre la mort par balle d'un jeune homme. Retour sur cette séquence de révolte civile américaine suite à la mort de George Floyd, victime d'un crime policier raciste, dont la tournure des événements à Seattle prennent une toute autre forme, bien évidemment. Puisqu'il y a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'intelligence dans la résistance. Bien sûr, sur comonews.com, un joli récit détaillé qui nous mène à cette ZAD. Alors, il me semble que ça commence le samedi 30 mai, avec les séquences
dans le temps, si j'ose dire, qui est très 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 intéressant. Alors, une troisième démonstration, hein, l'événement marche de résistance contre l'injustice. Ils sont quand même bien préparés là. À 14 heures, plus de 1000 personnes avaient rejoint la manifestation alors qu'elle marchait dans les rues. C'est ça, des dizaines de policiers étaient positionnés de l'autre côté de la rue en gardant un œil vigilant lorsque les manifestants ont commencé à marcher. Ils tenaient des pancartes disant Black Lives Matter et Stop Killing Black People and Brown People. Alors, à midi 10 à Seattle, hein, les manifestants se sont réunis samedi à Seattle pour une autre journée de rassemblement et de manifestation contre le racisme et les forces de police excessives après la mort de George Floyd en garde de vue à Minneapolis. Les rassemblements ont commencé vers 10 heures dans la région de Meadowbrook, alors que des dizaines de conducteurs et de cyclistes sont partis à l'école secondaire Nathan Hale et ont fait le tour de la communauté et vice-versa lors d'une manifestation pacifiste. Pendant ce temps, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le siège du département de la police de Seattle au centre-ville pour une manifestation qui devait, je sais sur place, qui devait commencer à midi. Intéressant. À 14 heures donc, une manifestation, quand je ne peux pas respirer, lève la main, ne tire pas alors qu'une grande foule de manifestants se fera un chemin à travers la pluie, du haut en bas, sur les 4e et 5e avenues du centre-ville de Seattle. Intéressant. C'est quand même très intéressant. À 15 heures, des grenades explosives explosent près de Westlake Center en voyant des dizaines de personnes se disperser. Alors, 15h25, des centaines de personnes chantent et prient pour la paix au Westlake Center, au centre-ville de Seattle, tandis qu'à quelques pâtés de maison, un autre groupe de manifestants affronte des policiers de Seattle. Alors, c'est quand même un site intéressant puisqu'on a toutes les séquences. C'est vraiment très 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 intéressant. Des manifestants ont mis le feu à une voiture de police sur la 5e avenue et la rue Pyle au centre-ville de Seattle, alors que des grenades explosives explosaient dans les environs. À 16h49, la mairesse Duncan annonce qu'elle signera une ordonnance d'urgence et que la ville de Seattle imposera bientôt un couvre-feu. Là, elle ne s'imaginait pas, que ça allait autant le mouvement allait autant se structurer. À 17h05, hein, la ville vient d'envoyer une alerte d'urgence par téléphone portable. Hein. Les équipes de Common News disent que la foule semble s'amincir. Un incident de Bellevue intervient pour aider le service d'incendie à Seattle à éteindre les flammes. Le gouverneur James Lee active la garde nationale pour aider à répondre aux manifestations de centre-ville. Tous les services de ferry à destination de Seattle ont été suspendus. À la suite de manifestations, des responsables de la ville disent que 2 fusils de type AR-15 ont été volés à la police. Un a été récupéré, qui a été montré sur Common News. Encore la mairesse de Seattle, Jenny Durkan, que nous voyons ici, s'adresse aux journalistes en direct. Ces actes criminels ne seront pas autorisés à se poursuivre, a-t-elle déclaré, tout en déplorant la mort de George Floyd au Minnesota aux mains des 4 policiers. Le journaliste Patrick Quinn dit qu'un petit groupe de manifestants reste au centre de Seattle, mais la police semble contrôler la situation maintenant. Les manifestants ont commencé à piller les magasins du centre-ville de Seattle après avoir brisé du verre sur les devantures du magasin, notamment Urban Outfitter. Sur la 4e avenue et la rue Pike, un autre incendie de véhicule a été signalé dans la région. Le journaliste de Common News, Jonathan Shaw, signale un incendie de la 4e avenue. La police de Seattle a tweeté qu'elle avait récupéré 2 fusils lors du chaos du centre-ville, 20h37. Il s'est passé énormément de choses. De nombreux manifestants au centre-ville se sont dispersés et plusieurs officiers se tiennent devant des magasins. Le refuge de l'hôtel de ville de l'armée du salut déménage dans le pavillon pavillon Fisher de Seattle Center, rue Harrison à Seattle, après que l'emplacement principal ait été endommagé lors des manifestations du centre-ville. Donc, cette défense des manifestants devient la convergence de toute l'élite sociale, conforme notamment aux revendications de 99, de la manifestation de 99. Donc cette constance dans le rapport de force a poussé la police à évacuer dans le quartier, dans leur propre quartier du département de police de Seattle, à l'East Principe. Alors j'ai 2 onglets quand même extraordinaires, cityjournal.com et Révolution permanente, qui nous expliquent très bien toute cette séquence de Capitol Hill et dans le fond, bien évidemment, c'est quand même extrêmement important. Bien sûr, ce premier paragraphe est quand même très 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 intéressant avec la séquence que je vous ai décrite et puis ce premier paragraphe qui explique assez bien ce qui s'est passé. Ensuite, le nouvel état de Chaz a évolué. Capitol Hill, Autonomous Zone.
Et puis il y a aussi Chop, il me semble, Capitol Hill. Je l'ai marqué quelque part, mais je vous le redirai. Et c'est quand même aussi intéressant, au cours de la semaine dernière, suite à la décision du maire de Seattle, Jenny Durkan, d'abandonner l'East Townsend, building du département de police de Seattle, des manifestants de gauche ont transformé le quartier environnant en zone autonome Capitol Hill, dans l'espoir de créer une nouvelle politique basée sur les principes de justice. Le premier soir, le nouveau micro-État était dirigé par les paramilitaires armés d'Antifa et le John Brown Gun Club, mais après avoir empêché le retour de la police et sécurisé des frontières définies, le Chaz a cherché à appliquer un régime civil. Eh oui, c'est quand même assez intéressant. Et donc je repars justement sur révolution permanente qui explique très bien la suite. Et je reviendrai après pour terminer sur le site City Journal. Alors justement, pour comprendre la suite, et qu'est-ce qui s'est passé après cette barricade, un groupe de militants anarchistes ont déplacé les barricades de la police pour établir un périmètre autour de 6 pâtés de maison pour former la zone autonome de Capitol Hill. Les personnes à pied peuvent se déplacer librement, mais les barricades empêchent les voitures d'accéder à la zone. Une précaution importante étant donné les multiples attentats de policiers, des suprémacistes blancs et d'autres contre-manifestants se servant de leurs véhicules comme une arme pour traverser les foules. Le commissariat du SPD a été rebaptisé Seattle People's Department. Avec le même sigle, c'est quand même assez intéressant. Craignant des pillages, les services de police et d'incendie de Seattle ont lancé un avertissement aux entreprises environnantes de Capitol Hill sur la possibilité d'incendie criminel. Mais cette nuit-là, les manifestants ont pacifiquement pris le contrôle des pâtés de maison autour du commissariat. La zone contient un mémorial à George Floyd, de la nourriture gratuite et de l'eau, ainsi que des produits sanitaires et du matériel de protection nécessaire en période de Covid. L'ensemble est mis à disposition des sans-abri qui restent à proximité. Actuellement, le gouvernement de Seattle n'envoie pas la police pour reprendre l'espace et certains organismes municipaux ont été contraints de fournir des infrastructures de première nécessité telles que des toilettes portables. Les occupants de Capitol Hill, pour terminer, ont publié une liste de 30 revendications. Une partie importante des revendications avance vers l'abolition de la police et du système carcéral, très justement défini comme impossible à réformer dans la déclaration. Il y a avancé notamment la nécessité de l'auto-organisation de la population pour assurer les tâches d'autodéfense. Les revendications restantes portent sur des questions économiques comme le contrôle des loyers, l'université gratuite, des mesures pour réduire les disparités raciales dans l'éducation et l'accès à la santé. Alors ici, quand même, un lien très intéressant sur City Journal, je vais lire la quintessence, avec quelques paragraphes, c'est quand même exceptionnel pour comprendre dans le fond ce qu'est ce Chaz et ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment très intéressant. Presque immédiatement, les activistes ont établi une structure sociale, justement, pour la suite par rapport aux revendications, c'est vraiment la suite pour le coup, basée sur une hiérarchie inverse de l'oppression. Les femmes amérindiennes, noires et trans sont la plus haute autorité, la diversité détermine le statut social individuel, et les blancs sont appelés à effectuer des rituels d'expiation. À travers une série de discours de rassemblement communautaire, les militants ont cherché à mettre en œuvre la théorie sociale de la décolonisation. Ce qui, selon les mots du militant de Black Lives Matter, Nikita Oliver, signifie renverser le capitalisme, éliminer les structures du patriarcat de la suprématie blanche et le classicisme, et le retour des terres de la zone autonome aux tribus amérindiennes déplacées. C'est quand même un certain idéal, qui nous fait penser en France au nouveau parti anticapitaliste popularisé par Besancenot et Philippe Poutou. Ça fait penser un peu à ça. Alors en France, c'est pas le même niveau. Faut dire la vérité, il faut dire ce qui est, c'est pas du tout le même niveau. Mais en France, ça peut ressembler à ça par rapport à l'histoire de France. Pas forcément les mêmes choses à l'intérieur. Mais ça, c'est des choses de nouveaux partis anticapitalistes à l'américaine, par rapport à son histoire. C'est quand même très intéressant. Ce paragraphe aussi est intéressant, bien que les militants aient largement réussi à créer une coalition multiraciale, les dirigeants du Chaz ont parfois adopté des politiques de ségrégation explicite, certains espaces étant réservés aux BIPOC noirs, autochtones et personnes de couleur. Le militant Marcus Henderson, un agriculteur urbain, dit
urbain, diplômé en génie de Stanford, a créé un projet agricole partagé dans le parc Cole Anderson avec un panneau annonçant ce jardin est pour les personnes noires et autochtones et leurs alliés végétaux. Comme Anderson l'a déclaré au journaliste, le jardin urbain est une réponse à la question de savoir comment les Noirs ont été privés de leurs droits pendant si longtemps, une démonstration de la propriété collective des terres, la reprise de la propriété et sa mise en valeur pour le peuple. Alors c'est intéressant, en France on ne verra pas ce genre de choses, s'il y a un NPA qui s'impose, ou, ou un, comme ce que propose Eric Fioret, notamment le Conseil national de transition, on ne verra pas ça en France. Ça c'est par rapport à l'histoire américaine. Bien évidemment, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que en France, pour nous, ça nous paraît assez étrange quand même, comme prérogative, quoi. Quelques jours après la déclaration d'indépendance du Tchad, les militants ont commencé à envisager de formaliser la gouvernance de la zone autonome. Alors, c'est une zone autonome, en interne, de toute façon, il y aura plusieurs communautés, et c'est toujours ça en fait. Hein. C'est très compliqué de trouver l'équilibre. Et puis, ils viennent de commencer, donc est-ce que ça va continuer? C'est quand même assez intéressant. Alors que les manifestants étaient unifiés contre le département de police de Seattle, des factions concurrentes ont émergé au sein du Chaz et sont maintenant engagés dans une lutte pour représenter le mouvement. Les militants de Black Lives Matter comme Oliver veulent que la manifestation se concentre sur l'inégalité raciale et le financement de la police. Les groupes socialistes et antifascistes ont souligné la nature politique radicale des manifestations. La conseillère municipale de Socialistes Alternatives Chama Sawant, insistant sur le fait que l'occupation doit être orientée vers le démantèlement du capitalisme lui-même et la progression de la révolution socialiste. Enfin, une troisième faction de jeunes bourgeois, majoritairement blancs, a tenté de transformer le Chaz en une fête de quartier avec des muralistes et des musiciens. Chaque communauté a ses prérogatives, ça va un peu dans tous les sens, et puis ça donne des arguments au système fédéral, comme la mairesse de Seattle ou Trump, pour dire c'est des terroristes, des anarchistes, etc. À partir du moment où c'est pas structuré et que ça va dans tous les sens, est-ce qu'après ça va y avoir un consensus? Ça peut être intéressant. Alors je vais lire les deux derniers paragraphes ici. Avec ce vide d'autorité légitime, le Chaz n'a pas réussi à résoudre la question critique de la violence. Et les factions les plus lourdement armées et agressives sont devenues le pouvoir de police de facto. Bien que la rhétorique de la zone autonome insiste sur l'ouverture et la liberté, les exécutants du Chaz se sont parfois brutalement opposés aux voix dissidentes. Un groupe tournant de justiciers, dont le seigneur de guerre Raz Simon, a expulsé de force des journalistes et des militants conservateurs. Dans un autre cas, des partisans masqués d'Antifa ont affronté un prédicateur et provocateur chrétien de la rue, l'étouffant, inconscient et le traînant dans les rues. Effectivement, c'est finalement un système qui se veut anti-système patriarcat. Donc, lui, il parle du christianisme. C'est quand même... Il n'y a pas de discussion entre les gens. Voilà. Enfin, provocateur chrétien, c'est-à-dire, c'est une façon de voir les choses. Peut-être un prédicateur qui parle de christianisme, etc. Donc, mais il porte en lui ce système patriarcat. Et c'est une problématique pour eux, effectivement. Comment se terminera le Chaz? La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a fait part de sa volonté de fournir jusqu'à 100 millions de dollars de financement pour les communautés de couleur. Et selon un responsable familier des discussions internes, le gouvernement de la ville envisage de transférer la propriété du bâtiment Espressine à des groupes communautaires locaux. Mais si la direction du Chaz n'est pas en mesure de maintenir la paix, les responsables de la ville seront obligés de reprendre la zone par la force. Et oui, c'est ce que je disais. Si c'est pas structuré, au niveau fédéral, ils vont trouver des solutions. Le chef de la police de Seattle, Carmen Best, a laissé entendre que les crimes graves pouvaient se produire au sein du Chaz et que les agents n'avaient pas été en mesure de répondre. Oui, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu récemment. Alors, bien évidemment, face aux dérives de la zone Seattle, alors comment cela va continuer ou se terminer, JDD tente de répondre à cette question sur le point de vue, c'est le point de vue des autorités, pour le coup, ça a été publié hier, le 26 juin, le JDD classique, voilà, la mairie de Seattle, bien sûr, veut reprendre le coton après une série d'incidents dont la mort d'un jeune homme tué par balle samedi dernier. La ville de Seattle veut progressivement reprendre le contrôle de la zone autonome installée dans l'est de la ville, par des manifestants. Bien évidemment, je vais lire la captation, justement, ce qui m'intéresse, c'est Donald Trump, qualifie les manifestants
des terroristes, vraiment, par rapport à la vision de Trump. Mais l'initiative a fait sortir de ses comptes Donald Trump, qui coûte peu le geste d'apaisement de la mairie démocrate de Seattle envers les manifestants. Les terroristes ont pris le contrôle. Puis il y a aussi républicains démocrates aussi cette tension, c'est intéressant. Les terroristes ont pris le contrôle de Seattle, dirigé par des démocrates radicaux de gauche, bien sûr, a-t-il tweeté le 11 juin. Puis le même jour, le gouverneur de la gauche radicale, Jay Inslee, et la maire de Seattle sont moqués et manipulés à un niveau que le grand pays n'a jamais vu apparemment. Reprenez votre ville maintenant, si vous ne le faites pas, je le ferai, ce n'est pas un jeu, ces horribles anarchistes doivent être arrêtés immédiatement, agissez vite. Effectivement, on peut se dire que c'est une formatation socialiste, extrémiste, pour que toutes les villes américaines puissent entrer en guerre civile, tout simplement. Ça peut être très bien une formatation, effectivement, de l'État profond pour qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis. Ça peut être le cas, hein, bien sûr. Tout est possible, bien évidemment. Le message du président américain a depuis été entendu, car samedi, un homme a été tué par balle, un autre grièvement blessé. Le flou le plus total entoure cet incident, puisque la police qui a tenté d'intervenir sur les lieux en a été empêchée par les tenants du Chaz. Les agents ont été accueillis par une foule violente qui les a empêchés d'avoir un accès sécurisé aux victimes, a indiqué la police de Seattle dans un communiqué. Plus tard, la police s'est entendu dire que les deux victimes avaient été transposées à l'hôpital. L'une d'elles, un homme âgé de 19 ans, était décédé. L'autre homme reste à l'hôpital avec des blessures qui menacent son pronostic vital. La ville poursuivant en justice, je vais lire ce dernier paragraphe. En réponse, la mairie de Seattle, Ginny Durham, a déclaré lundi que le département de police de Seattle retournera dans son commissariat pacifiquement et dans un avenir proche. Il est temps que les gens rentrent chez eux, il est temps de restaurer le parc Carl Anderson et Capitol Hill à la fin, qu'il puisse être à l'élément dynamique de la communauté, a-t-elle ajouté. Les impacts sur les entreprises, les résidents et la communauté sont maintenant trop importants. On ne sait toutefois pas quand exactement la ville et la police comptent investir les lieux. Effectivement, on ne saura pas quand. Je pense pas que ce sera... on ne sait pas. Hein, ils se préparent, bien sûr, ils préparent une tactique, parce qu'ils ont vu que tactiquement, ils étaient forts, les habitants du Chas, quand même. S'ils ont réussi à repousser le bâtiment de police, à faire évacuer la police, donc ça semble... je dirais que la bataille ne fait que commencer, et puis surtout, ils ont leur page Wikipédia. J'ai vu leur page Wikipédia, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On a l'impression que c'est une mise en place... que ça a été préparé, ça a été effectivement bien préparé. On voit bien avec les habitants de Seattle, mais il y a un état profond quand même qui peut agir, bien évidemment. Alors pour terminer cette vidéo, cette ZAD n'est pas sans rappeler un film qui n'est jamais sorti au cinéma, puisqu'il me semble qu'il n'a pas été fini d'être réalisé. C'est Grey State de David Crowley, qui malheureusement, fin décembre 2014, a été retrouvé mort avec sa femme et sa fille. Et puis, bien évidemment, c'est une affaire à la Omar Haddad, où le sang de sa femme a écrit Allah Akbar. Allah Akbar. Alors que n'avait rien à voir avec l'islam, c'est un soldat qui est parti en Irak. Effectivement, il disait que les populations musulmanes étaient sympathiques, voilà. Mais de là, qu'il soit... non, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, très clairement. Et puis, il y a un documentaire sur Netflix, A Grey State, qui est un très bon documentaire, qui explique. Après, il y a un parti pris, bien évidemment, mainstream. Mais en tout cas, c'est très intéressant, puisqu'on voit le tournage, comment ils ont tourné, le parti pris du réalisateur, le fond de pensée du réalisateur, David Crowley, et on n'a que ça. Hein. Donc c'est vraiment extraordinaire comme documentaire. Et, donc on le voit ici, David Crowley se serait suicidé alors qu'il tournait un film d'anticipation anti-nouvel ordre mondial. En 2014, hein, David Crowley, vétéran d'Irak, 28 ans, ainsi que toute sa famille, ont été retrouvés morts. La mise en scène voudrait que le réalisateur, qui tournait un film, se sentant menacé, suivi, aurait tué sa famille avant de se tirer lui-même une balle. Ça n'a pas de sens, très clairement. Effectivement, on le voit bien, il était très déterminé. C'est un ancien soldat qui est parti en Irak. Il a compris tout le raisonnement. Le 11 septembre, le fait d'aller en Irak, ça n'avait pas de sens. On sacrifie 3000 Américains, et ensuite on va en Irak. Pour lui, il a un raisonnement comme ça. Vous savez que pour lui, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne va pas, puis il y a des ressources, etc. Pour lui, ça n'a pas de sens. C'est l'histoire qui se répète par rapport au Vietnam ou autre chose.
et il a décidé de faire un film anti-nouvelle ordre mondiale, effectivement. Pour le coup, là, c'est plus explicite que ma vidéo sur le 11 septembre. Ce film-là n'existe même pas. Ma vidéo a été supprimée, mais pour le coup, son film à lui n'existe même pas. Voilà. Là, on peut pas faire plus clair. C'est trop explicite parce que dans le documentaire, on voit un enfant épucé, on voit la FEMA, on voit, c'est trop explicite, on voit des gens francs-maçons, des bourreaux francs-maçons, on voit, c'est trop clair. Et là, on a quasiment le synopsis avec, à partir de plus, le nouvel Exode qui est un site extrêmement fabuleux. On voit plein de choses qui sont thématiques sur la chaîne, hein, avec le col Diatlov, etc. C'est vraiment un site fabuleux, le nouvel Exode Overblog. Pour terminer cette vidéo, si on comprend les scénarios du film, Crowley envisageait que les organisateurs du nouvel ordre mondial aux États-Unis d'Amérique mettra en place le fichage de la population via des puces RFID installées chez chaque être humain, installerait des caméras chez les gens comme dans 1984 de George Orwell, puis déclencherait une crise économique préalable à des troubles sociaux une fois l'état d'urgence instauré. La FEMA pourrait apparaître et mettre les gens dans ces camps. Ceci alimentait déjà les peurs et suscitant de nombreux doutes. Des bourreaux francs-maçons seraient en première ligne d'exécution sanglante. Et après le nazisme en Allemagne et le communisme en Russie, le secteur financier aurait alors son troisième totalitarisme le plus abouti grâce aux technologies du XXIe siècle et pourrait mettre en place ces plans annoncés dans le Georgia Gladstone. Effectivement, je n'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. Ça peut arriver, hein, la référence à cette dernière est mienne, mais je suppose que Rosicrucian, Information, Scholasbone, etc. ne sont que des sous-réseaux d'un grand réseau qu'on ne peut connaître qu'au plus haut niveau. David Crowley ne semble pas faire mention de la cabale dans son schéma, le nouvel ordre mondial ne semblant pas correspondre à un plan religieux, mais bien purement politique. Mais alors pourquoi fascisme et nazisme étaient des autoritarismes étatiques qui répondaient à des crises économiques, et Thomas Hobbes propose à Léviathan pour régler des guerres de religion. Il ne crée pas les crises pour dominer le peuple. Le communisme voulait changer le mode de production. Ici, s'agissait-il d'un eugénisme écologique, d'une volonté de réduire la population doublée de délire technocratique. Robespierre, Auguste Comte, Al Gore, on ne saura pas, puisque le film ne sortira sans doute jamais. Apparemment, il y aurait aussi, à défaut de religion, du surnaturel dans le film, mais difficile de savoir selon quelle vision à partir de la bande-annonce, bien sûr. Donc il y a un peu de... Donc il allait tout expliquer, en fait. Tout le fond. Et bien évidemment, ça n'a pas plu à certaines choses. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre. On le voit bien dans les films, dans certains films. Quand vous allez trop loin, en plus, faire un film aussi explicite, aussi clair, dans un avenir proche, c'est pas possible. Et ça éveille, parce que c'était aussi une sorte de prophète. C'est un film de crowdfunding, un film d'auteur, un film d'une intelligence remarquable, d'une écriture d'une qualité remarquable. On le voit bien dans le documentaire, j'ai pas vu le film, mais on le voit bien dans le documentaire. C'est extrêmement bien travaillé. Un petit budget, certes, mais les choses étaient extrêmement bien filmées, bien réalisées. J'imagine, donc on voit bien que le tournage s'est très bien passé, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais retenir ces détails extrêmement importants. Bien sûr, j'espère que ma vidéo n'aura pas trop de problèmes. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, bien sûr. On va rester vigilant par rapport à Seattle. Je vous l'ai dit qu'à Seattle, il y a toujours des choses intéressantes à dire. Et c'est toujours l'initiation d'une nouvelle séquence. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, à mettre un pouce levé pour le référencement de cette vidéo. Bien évidemment, pour ces informations complémentaires, toujours intéressantes pour le collectif. Quant à moi, je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Merci.